on se retrouve ensemble pour parler de communication financière et extra-financière. En gros, on va essayer d'apprendre à parler avec son banquier. J'en ai autant besoin que vous. Pour m'aider dans cet exercice, eh bien, Mathilde nous a rejoint. On sera également avec Laurent, Marc-Antoine et puis Julien Pourrat, représentant de LCL, qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous. On va commencer tout de suite cette intervention avec Laurent. Je suppose, Laurent, qu'on ne parle plus à son banquier comme on lui parlait il y a 20 ans. Il y a forcément eu une évolution de ce dialogue et du discours. Oui, effectivement, la communication financière, si on l'examine dans les précédentes décennies, elle a subi une évolution assez notable. Alors peut-être quand même resituer l'utilité, ou en tout cas la finalité et l'objectif de la communication financière. C'est d'abord pour donner confiance en fait aux parties prenantes. Alors les parties prenantes, rapidement, ce sont les actionnaires, ceux qui mettent de l'argent dans l'entreprise et qui entendent préserver leur capital. Les financeurs, naturellement, puisque eux aussi vont apporter de l'argent et que leur objectif, c'est d'en tirer une rémunération et puis de retrouver la mise initiale, mais aussi les clients et les fournisseurs, puisque dans le cas de leur relation commerciale, ils espèrent qu'effectivement, ils obtiendront, après livraison des biens et des services, l'obtention du paiement, des salariés qui sont un rôle important dans l'entreprise. Et puis l'État, les entreprises restent en fait le collecteur principal et des impôts et des cotisations sociales. Et l'État donc a tout intérêt à avoir des entreprises solides. Et donc cette communication financière, basée d'abord sur les flux comptables essentiellement, elle s'est vue enrichie au travers du temps d'informations complémentaires, puisqu'on comprend bien que la photo qui est faite à un instant donné, elle n'est pas suffisante pour se faire une idée un peu plus globale de l'entreprise. Et donc on a enrichi cette communication strictement comptable de données littéraires. Alors c'est l'annexe, c'est le rapport de gestion, au travers desquels on obtenait une compréhension un peu plus grande de ce qu'est l'entreprise, et puis sur des données qui n'étaient pas forcément traduites dans les comptes. Je pense par exemple, une entreprise peut donner des engagements, nantir un bien d'exploitation. Il est important que le financeur ait connaissance de cet engagement pour lui-même entrer dans un autre engagement. Et donc on a commencé, encore une fois, à documenter, à rendre un petit peu plus littéraire cette information. Mais une société, une entreprise, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un corps social, dans une économie. Et on voit qu'il y a des problématiques au-delà de la stricte comptabilité, de la stricte performance qui émergent. Alors une des premières et qui est d'actualité, c'est toutes les questions d'environnement. Tout le monde est aujourd'hui attaché au devenir, à l'évolution du climat, et dans ces évolutions, l'entreprise impacte comme tous les acteurs. Eh bien, Laurent, vous avez teasé un petit peu, mais on va y revenir dans quelques minutes avec Mathilde qui est présente avec nous sur justement l'évolution du discours en fonction du RSE notamment. Laurent, juste un mot, on a parlé beaucoup de diversification au niveau du discours. Je suppose qu'il faut quand même qu'il y ait un dialogue avec une certaine standardisation, parce qu'on a aussi envie de comparer. C'est tout à fait important, effectivement. Donc, cette communication, elle s'inscrit dans un corps de règles, corps de règles qui peuvent être nationales, européennes ou internationales, et qui ont pour effet de rendre lisible et compréhensible et comparable cette information. Il est important qu'un acteur français, celui qui va exploiter l'utilisation financière produite par un acteur, et la compréhension que ce qui est établi correspond à des normes qui ont été établies, qui sont standards et qui ont été d'une part établies par on va dire, des organismes normalisateurs et qui en plus soient contrôlés. On a donc deux niveaux, l'établissement de normes et des organes de contrôle. Alors, les organes de contrôle, ça peut être l'autorité des marchés, ce sont les commissaires aux comptes. En notre qualité de commissaire aux comptes, nous intervenons pour certifier que les comptes ont été présentés conformément à tous ces dispositifs normatifs et réglementaires et contribuer encore une fois à cette harmonisation et à la confiance que doivent procurer des états financiers de bonne qualité. Julien Pourrat, je vais me permettre de me retourner vers vous. Là, on a parlé de diversification du discours, du dialogue. Je suppose qu'au quotidien, vous l'avez rencontré avec vos clients, bien sûr. Oui, effectivement, c'est exact. En fait, ce qu'on perçoit effectivement, c'est... en fait, on voit qu'on a des acteurs aussi assez engagés, mais voilà, en fait, il faut qu'on pousse, voilà, pour... aussi, en fait, on va intégrer en fait ces sujets extra-financiers aussi dans nos ratings à la fois internes, mais aussi en fait dans nos prises de décision. Donc, effectivement, on va essayer de pousser ça, voilà, en fait,
et pour effectivement essayer d'être un acteur aussi à ce titre-là. Effectivement, hein, Laurent, parce que de la communication financière, on passe à la communication extra-financière de plus en plus importante. Tout à fait, et il va donc s'agir de trouver des indicateurs qui mesurent des éléments non financiers. Par exemple, des comptes traduisent effectivement une masse salariale et des cotisations, mais ce n'est pas suffisant pour mesurer, par exemple, quel est le taux d'absentéisme de l'entreprise. Ce n'est pas une donnée que les comptes donnent directement. Or, un taux d'absentéisme peut révéler des problématiques sociales, des problèmes d'organisation ou de désorganisation. Et donc, cet indicateur, en tout cas la connaissance qu'on peut en avoir, donne une idée un petit peu plus approfondie de ce qu'est l'entreprise. Il est clair qu'un indicateur qui qualifie socialement une entreprise, eh bien, elle améliore son image et elle devient attractive. Le problème de l'emploi est une question délicate. Les entreprises ont intérêt à attirer les talents et les meilleurs collaborateurs en leur sein. Et un indicateur qui qualifie cette qualité, on va dire qualité au travail, ambiance au travail, est importante en termes d'attractivité des collaborateurs et fidélisation. Mathilde, effectivement, Laurent a évoqué il y a quelques minutes le RSE. On est bien au-delà d'un effet de mode. Mathilde, on est quelque chose maintenant de très ancré. On va rappeler déjà les fondamentaux de ce qu'est une politique RSE. Voilà, donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est la manière dont le développement durable est appliqué en entreprise. Ça englobe tout un tas de sujets desquels l'entreprise peut s'approprier. Et Laurent en a parlé un petit peu. Donc il y a effectivement les sujets sociaux, les sujets environnementaux, les sujets de gouvernance, les sujets de chaîne d'approvisionnement. Ces différents sujets qui, en fait, font partie de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, on peut le voir comme le rôle qu'une entreprise a dans notre société. Une entreprise, elle ne rend pas juste des comptes à ses actionnaires, elle rend des comptes à l'ensemble de ses parties prenantes. Et le fait d'avoir une communication, une démarche de responsabilité sociétale, ça permet, comme le disait Laurent, d'être transparent sur l'ensemble des thématiques qu'elle doit aborder dans son fonctionnement et rassurer l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit les actionnaires, les financeurs, mais aussi la société civile. Parce que pourquoi c'est quelque chose qui est émergent, cette responsabilité sociétale, c'est qu'on est dans un monde où on prend de plus en plus conscience que les ressources sont finies. Et la finitude de ces ressources, elle a deux conséquences, c'est que elle crée un stress et ce stress, il se répercute sur les entreprises, sur les prix. Et en fait, la capacité d'une entreprise à gérer ses consommations, par exemple, ça peut démontrer une capacité à gérer sa performance financière. Tout est lié, en fait. L'extra-financier vient consolider l'information financière, en fait. On est effectivement, Mathilde, loin de l'entreprise uniquement centre de profit, comme on pouvait la connaître il y a peut-être dans le monde d'avant. J'aime pas utiliser ce terme de monde d'avant, mais c'était peut-être le monde d'avant. Je suppose que tout ceci s'est accompagné d'une évolution réglementaire logique. Alors effectivement, cette prise de conscience, elle s'est faite par l'ensemble des parties prenantes, donc les États, la société civile, les entreprises. Et en fait, on voit depuis 20 ans, la première réglementation en la matière, c'est la loi NRE de 2001, qui oblige les grandes entreprises à communiquer par des indicateurs leurs impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc cette évolution, elle s'est faite sur 20 ans. Et ce qu'on a pu voir au cours de cette évolution, c'est la pertinence qui s'est accrue. C'est-à-dire qu'au démarrage, on demandait juste de la communication d'indicateurs sans spécifier quel type d'indicateur sur quel sujet. Ce qui est demandé maintenant dans la déclaration de performance extra-financière, qui est la traduction d'une directive européenne pour toutes ces grosses entreprises, c'est d'être capable d'analyser ces enjeux pour ensuite communiquer les informations qui sont pertinentes pour cette entreprise. Et cette information, elle doit être bien sûr structurée avec l'obligation de présenter les enjeux, de présenter les démarches en interne qui permettent d'adresser ces enjeux, et enfin d'avoir des indicateurs qui permettent de justifier que les politiques mises en place permettent d'améliorer les impacts de l'entreprise sur tous ces enjeux.